stéréotypes qui existent de l'itinérance. Le stéréotype, c'est le typique, c'est le monsieur, madame avec le panier d'épicerie, les paquets de sacs, 3-4 manteaux, les packs-sacs, les sacs bruns, les sacs verts. C'est ce qu'on voit en itinérance dans les grandes villes, dans les grands centres, parce qu'ils sont concentrés. Ils sont sur les coins de rue, ils n'ont pas d'autres choses, ils n'ont pas d'autres refuges, tout ce qui leur appartient là. En région, c'est ce qu'on appelle une itinérance cachée ou transitoire. Vaudreuil-Soulanges, c'est une itinérance transitoire. Raison est, c'est que quand ils quittent Montréal, ils vont vers l'Ontario ou à l'extérieur. Fait qu'ils sont transitoires. Ils vont arrêter à Vaudreuil-Soulanges, ils vont arrêter à Valleyfield, ils vont se rendre à Cornwall, ils vont se rendre à Toronto. Fait qu'on a beaucoup de va-et-vient et la même chose à l'inverse. Fait que ça devient transitoire. Le côté itinérance cachée, c'est que les gens ne les voient pas sur les coins de rue. Ils vont souvent faire ce qu'on appelle du couchsurfing. Ils vont rester chez un ami une couple de semaines, chez un parent une autre couple de semaines. Ils n'ont pas d'adresse fixe. Dans une année, ils changent souvent d'adresse. Ça, c'est la personne, puis ça, c'est l'itinérance reconnue sur notre territoire. On a aussi l'itinérance circonstancielle qui est arrivé quelque chose, chicane de famille, chicane de coloc, la personne n'a pas d'autre chose, elle se ramasse à la rue ou elle a tout perdu, situation problématique familiale, la personne commence de l'alcool, commence du gambling. Il se ramasse plus de famille, la famille le laisse, il est à la rue, itinérant. Des accidents, la personne perd ses mobilités, perd ses possibilités de travail. Entre-temps, tombe au chômage, après ça, pas de chômage, oups, on est à la rue, on n'a plus de revenus. C'est une personne qui a travaillé pendant 25 ans à la même place, la boîte ferme, pas d'autres revenus, pas d'autres ressources pour se replacer. Devient itinérance. C'est l'itinérance qu'on voit en région et c'est l'itinérance où on doit s'adapter pour voir les besoins de ces gens-là pour les réintégrer. L'aiguillage existe depuis 1993. 2 travailleurs sociaux qui ont vu qu'il y avait un besoin sur le territoire de venir en aide aux gens qui n'allaient pas vers les services. Ça a commencé avec travail de rue, qui est travail de milieu, devenu travail de rue. Dans les années 2000, ils ont décidé qu'il y avait un besoin d'hébergement pour personnes itinérantes. Et ils ont créé le volet hébergement. À l'époque, c'était un hébergement avec 4 lits pour du vendredi au lundi, midi, fait que c'était un 72 heures. La semaine, les gens retournaient dans un autre organisme. Depuis 2014, pendant une couple d'années, l'organisme était en péril. Problème de gestion, problème administratif, difficulté à voir la mission, puis d'avoir un style de focus des besoins qui étaient là il y a 25 ans. J'ai été approché pour venir regarder, évaluer l'organisme, puis de mettre une restructuration en place. Ça a pris de 2014 à 2015 pour restructurer, revoir la vision, la mission. On a travaillé avec une tierce partie qui faisait des évaluations commerciales pour voir s'il y avait une viabilité de l'organisme. On a fait des plans d'action, on a fait un plan d'affaires. Mon background, c'est en administration, fait que c'était facile pour moi de regarder ça d'une perspective affaires au lieu d'une perspective communautaire. On a pris l'approche plus affaires, on a mis le plan d'action à long terme et on a pu changer l'aiguillage vers ce que l'était la vision en 1993, venir en aide aux gens sur le territoire. On a revu l'hébergement, on est parti, on a fait une demande pour avoir un édifice plus grand au lieu de partager une maisonnée avec 2 chambres. On est venu avoir les lieux où nous sommes aujourd'hui avec 16 lits, 7 chambres. On a changé l'approche. Dans le temps, une approche avec un 72 heures, c'est ce qu'on appelle l'approche bed and breakfast. On donne un lit, on donne un repas, on donne les soins hygiéniques aux besoins de la personne. Et le lundi, tu retournais à la rue ou tu retournais dans un autre organisme. Nous, on voulait vraiment avoir une continuité vers briser le cycle de l'itinérance, mettre des ressources en place, donner une chance aux gens d'avoir un répit, et de se reprendre, puis de voir ce qu'ils veulent faire, puis où est-ce qu'ils veulent aller à leur vitesse.
Et de là où ce qu'on est devenu une approche 24/7. Qu'on est parti de 4 employés à 16 employés. On a maintenant 3 travailleurs de rue. On est 8 à l'hébergement et 2 à la stabilité des résidentiels. Le travailleur de rue, pendant des années à l'Aiguillage, était en déclin. Il y a beaucoup d'organismes et de monde du communauté qui ne savaient même plus que l'Aiguillage existait encore. Et on a été obligé de remonter l'image de l'organisme et de remettre des gens plus travail de rue orientés que juste des travailleurs de milieu ou des animateurs de parc. On a réexaminé nos travailleurs de rue, on a réexaminé notre volet d'hébergement. Qu'est-ce qu'on avait besoin de faire pour s'assurer que l'hébergement rejoignait vraiment les personnes itinérantes et qu'on leur offrait des services et des ressources pour les sortir de la rue et de leur permettre d'avoir un répit pour retourner en logement ou une réintégration sociale positive. C'était dans le développement de l'organisme de dire on veut vraiment ce qu'on appelle un package deal. On veut vraiment aider la personne de A à Z puis qu'elle se sente soutenue, tout sur le même toit, une synergie de services, si vous voulez, sans être obligé d'aller d'un organisme à un autre ou à la recherche de ressources pour combler ce qui manque. On a aussi développé des partenariats avec d'autres organismes en toxico, en prévention suicide. On a des protocoles déjà en place pour que les intervenantes échangent les services entre nous pour s'assurer qu'il y a une continuité et non pas un redémarrage à chaque fois pour éviter que ces personnes-là vivent des échecs. Parce que la pire affaire, c'est que de gagner des petites victoires, un échec efface tout. Fait qu'on voulait s'assurer des meilleures possibilités de victoire continue, puis que les échecs soient minimaux et que ce soit le processus pour eux pour faire leur intégration. Avant que quelqu'un arrive ici, souvent, c'est par un appel. On reçoit l'appel, on a la demande. On fait toujours un portrait de comment est-ce qu'on fonctionne parce que c'est volontaire venir ici. Fait qu'on veut qu'ils sachent qu'il y a des règles, il y a des petites choses parce qu'il y en a que ça peut peut-être les déranger parce que de vivre en société, vivre avec d'autres mondes que tu connais pas. Fait que ça peut faire peur. Fait qu'avant de dire oui, on va te prendre, bon, on les explique un peu comment ça fonctionne ici, qu'ils vont vivre avec d'autres gens, avec d'autres problématiques. Que des fois, ça bouge beaucoup, des fois, tu sais. Puis par la suite, on lui dit qu'on a un chien. Ça souvent, c'est winner. C'est rare que c'est pas winner. Puis là, c'est ça, après ça, là, s'ils nous disent OK, ben là, on a dégagé des petites questions à te poser avant que tu arrives. Puis souvent, on lui dit, tu vas trouver ça spécial, parce que des fois, on a des questions qui sont spéciales, mais comme on accueille toutes sortes de gens, il faut les poser. Puis là, on commence par ça. Puis un coup que tout ça est fait, puis qu'on voit que tout va bien, puis la personne est d'accord avec tout ça, parce que c'est elle qui décide si elle vient ou pas. Là, on donne un rendez-vous. Pour l'arrivée. Quand il arrive, la première chose qu'on fait, vu qu'il y a des punaises, puis on ne veut pas fermer, la première chose à faire, c'est de tout mettre dans un sac. On leur prête du linge, ils s'en vont à la douche. Après la douche, ils reviennent dans le bureau, puis là, on explique vraiment là, le code de vie, là, puis là, ils signent des documents là, pour qu'ils voient que ce qu'on a dit, c'est pas du blabla, puis à 15, là, il faut. Mais généralement, ce qui nous revient, qui nous dit souvent, c'est que nous, quand ils arrivent, on sait que c'est des gens qui sont bien épuisés, ils ont dormi dehors. Nous, on leur laisse tout le temps 24 à 48 heures à prendre soin d'eux. La priorité, là, en arrivant ici, là, c'est on essaye là, d'encrypter, là, puis là, c'est comme... Fait que s'ils veulent se reposer au début, on les laisse aller. Et 24-48 heures après, on fait un plan de séjour avec eux. Parce que notre but, c'est qu'ils ne retournent pas à la rue. On regarde avec la personne, c'est quoi qu'il aimerait faire comme démarche le temps qu'il est ici.
c'est quoi sa priorité? C'est-tu d'aller en thérapie? C'est-tu de se trouver un appartement? C'est une chambre? Fait qu'on regarde. Là, la personne nous dit ça, puis on regarde avec la personne quel moyen qu'on va prendre. Comment on peut t'aider à prendre ces moyens-là pour t'aider à ce que tu ne retournes pas à la rue? Fait que là, il va nous donner ses moyens. C'est vraiment lui qui se prend en charge avec notre aide. On les accompagne dans ça. On veut vraiment qu'ils reprennent confiance, un peu d'estime d'eux autres-mêmes. Fait que tout ça est bon pour la suite aussi. Fait qu'on les accompagne dans ça, puis on les fait rencontrer le SRA tout de suite, qui est la stabilité résidentielle, qui est un autre volet qu'on a ici, qu'on travaille tout en complément. La stabilité résidentielle, dans le fond, c'est on fait de la recherche active de logement à travers la région. On aide les gens qui se cherchent des logements. Ils peuvent avoir été à l'hébergement avant, ou ça peut être des références d'autres organismes ou de la population en général. On les accompagne des fois dans les appels, parce que des fois c'est difficile de faire les appels tout seul. Ou s'ils sont capables de le faire, ben, tant mieux, on les responsabilise face à ça, puis on les encourage à le faire tout seul. On les accompagne également pour les visites, savoir poser les bonnes questions, etc., comment se présenter aussi. Et on les accompagne pour tout ce qui est paperasse, le bail, les papiers et tout. On les aide aussi pour se meubler, parce que souvent, quand ils arrivent ici, ils n'ont plus rien, un sac à dos, 2 sacs poubelles. Donc, c'est restreint. Donc, trouver des meubles. On a des ententes avec les organismes de la région aussi pour meubler à petits coûts ou presque gratuitement. C'est sûr qu'il faut que ça passe par nous, là, et quelqu'un ne peut pas se rendre directement à l'organisme puis demander des meubles, ça ne marchera pas. Puis par la suite, on peut aussi assurer un suivi si la personne en a besoin, s'assurer qu'elle reste en logement, parce que c'est bien beau de l'avoir mis dans le logement, mais après ça, faut s'assurer qu'il y reste, qu'il paye le loyer, et on met des outils en place là, pour que ça se passe bien finalement. C'est sûr que des fois, c'est des petits pas, hein. Fait que tous les petits pas, c'est une réussite. Même si on ne s'est pas rendu jusqu'au final de l'appartement, il y en a, ils n'ont jamais visité des logements. Fait que juste le fait d'aller visiter un logement, même s'il l'a pas, même s'il aurait pu l'avoir, mais pour X raison, ça n'a pas fonctionné, ben c'est pas grave. Il sait qu'il est capable de le faire, puis il sait qu'il va pouvoir le refaire. Puis la prochaine étape, on pourra aller un petit peu plus loin, puis à ce moment-là, peut-être le louer. Si ça dure pas 1 an, c'est pas grave. Finalement, on se dit que c'est toujours un petit pas de plus, là. Fait que c'est ça qu'il faut... Faut pas avoir de grandes attentes, mais finalement, pour nous, les grandes attentes sont les petites attentes, les petits pas, finalement. Émotionnellement, des fois, oui, on est comme « Ah, mais finalement, au bout du compte, c'est le lien qu'on a avec ces gens-là qui est important. » Fait que même si ça n'a pas marché, c'est sûr que des fois, on est un petit peu comme « Oh non, on aurait voulu que ça marche. » Puis parce qu'on s'investit autant que la personne, hein, on s'investit pas plus, mais on s'investit autant que la personne. Mais c'est le jeu. On joue, puis c'est correct. Et ce qui est la beauté de l'aiguillage avec les 3 volets, c'est que c'est pas nécessairement juste un volet, c'est les 3 qui supportent. Fait que des fois, s'ils veulent parler, ils peuvent l'appeler l'hébergement, dire « Écoute, j'ai juste besoin de jaser », ou un travail de rue pour aller les raccompagner. Fait que les 3 volets sont complémentaires un à l'autre, et les gens sentent que c'est toujours le même service. Ils ne voient pas les 3 volets comme indépendants. Ils les voient comme un service complet qu'ils ont accès. La raison derrière le canin, c'est que un de nos intervenantes a eu l'idée de dire, écoute, ça arrive souvent que les personnes itinérantes avec des animaux refusent de l'être. Ils n'abandonnent pas leurs animaux. Ils vont s'abandonner avant d'abandonner leur chien. Ils vont aller chercher de la nourriture pour le chien avant de se nourrir. Fait qu'on s'est dit, il y a un manque. Il y a quelque chose, c'est un projet pour combler un besoin. Fait que quand on a parlé, on a fait des recherches, on a vu que ça n'existe pas au Québec. Il y a 2 centres communautaires au Québec qui existent pour des centres de jour. Autrement dit, tu peux venir pour le jour, tu peux avoir des soins pour toi et ton chien, mais tu quittes. Tu peux être là à 4-5 heures, mais tu n'as pas un séjour. Fait qu'on a dit, on va le faire. On l'a fait en projet pilote, on l'a essayé 6 mois. On a vu les bénéfices pour, la personne et aussi pour la maisonnée.
Le fait d'avoir un animal en place, c'est une autre dynamique, c'est une autre énergie. Les personnes qui sont chez nous n'ont pas tout le temps l'habilité sociale, des interactions. Ils n'ont pas de... S'ils sont d'âme et ont besoin d'un câlin, ils ne peuvent pas arriver à un intervenant et dire « Je veux un câlin, j'ai besoin d'affection », tandis qu'avec un animal, on le voyait qui faisait des échanges, qui pouvait parler avec un chien. Donc on s'est dit, c'est une belle procédure, une belle ouverture pour une intervention. On a essayé le processus. Pendant qu'on a fait notre processus pas le processus, mais on va dire le projet pilote, nos travailleurs de rue ont été appelés pour un hiver pour aller voir une personne qui était récupérée dans son auto avec son chien qui dormait la nuit, dans les moins 40. Fait qu'ils ont affaire d'aller voir si elle avait besoin d'aide, puis un hébergement parce qu'elle ne pouvait pas continuer à rouler dans son auto le soir, dormir avec son chien, c'était un haut risque. La personne a refusé de l'aide, mais on lui a dit, écoute, on a un organisme, notre organisme a un projet pilote qu'on accepte les chiens. Fait qu'elle est venue. Le fait qu'elle est venue, on a su pendant son séjour qu'elle avait déjà fait 3 tentatives de suicide. Et que quand le soir que les travailleurs de rue ils l'ont rejoint, ils ont parlé, elle a déjà commencé la planification de la 4e. Fait qu'on l'a récupéré à temps. La personne, le temps qu'elle a été ici, elle a un répit. Elle a pu se reprendre, on lui a remis les ressources en place. Elle a retourné au travail, elle a retourné dans sa famille, elle a déménagé, elle est en logement, elle est stable. Si on n'avait pas ce service-là qui existait, ça aurait été probablement juste une autre statistique. Donc on a dit, ça fonctionne, mais on n'a pas toujours eu des chiens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre à tout le monde, à l'hébergement, d'avoir l'opportunité de vivre cette expérience-là? On s'est mis à la recherche de voir les possibilités d'avoir un chien, quelle sorte de chien, puis on a fait un peu la même description de tâches pour notre intervenante canine qu'on aurait faite pour une intervenante humaine. On cherchait des qualificatifs. On a fait, pendant 1 mois et demi, on a fait la tournée. J'ai fait la tournée dans des refuges. Parce que je voulais avoir un chien de refuge. Puis, c'est symbolique. Si on peut sauver un chien, ce chien-là va donner au suivant. On a été mal reçus par plusieurs refuges. Mettre un chien avec des personnes itinérantes, ça se fait pas. Fait qu'on est obligé de défendre la cause et d'expliquer la raison que c'était plutôt une approche zoothérapeutique, sans aide la zoothérapie. On a un refuge qui a très bien reçu notre projet et l'a supporté. Fait qu'eux étaient à la recherche à l'interne de trouver un chien qui ferait notre affaire. Ils en ont trouvé un, c'est un labrador berger allemand, qui était un chien qui était retrouvé errante, itinérante à Longueuil. Ils l'ont eu, ils ont donné les soins, ils l'ont évalué, ils nous ont contactés, ils disent on a le chien parfait pour vous. Et de là où aujourd'hui on a une intervenante canine qui s'appelle Bagheera, qui est ici 24 heures, 7 jours par semaine, et qu'elle reçoit beaucoup d'éloges des personnes qui sont ici, parce que quand ils quittent, c'est pas les intervenantes, les services qu'ils ont reçus, c'est l'intervenante canine qui les a marqués, qui les a permis un répit puis d'avoir de l'attention. On a même une dame qui nous a dit « Ce que j'adore d'être chez vous, c'est que le matin, je sais que quelqu'un va me donner mon bec, qui m'attend, puis le soir, avant de me coucher, j'ai quelqu'un qui va me mettre au lit, qui va me donner mon bec, puis que je passe une belle nuit. » Juste ça, ça voulait tout dire que la personne, elle a pris conscience d'elle-même, puis on a pu combler des besoins que normalement, elle n'aurait pas eu. Puis juste pour vous dire, le nom Bagheera aussi, c'était songé. Bagheera, c'est le panthère noir dans le livre de la jungle. C'est le panthère qui accompagne le petit garçon de survivre dans la jungle pour sortir. Fait que pour nous, c'était la même chose. Bagheera a aidé les gens à survivre dans leur jungle quotidien et de pouvoir sortir puis de voir l'espoir d'aller plus loin. Cuisine qui est centrale. Peg, qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Oui, tu le sais. Oui! Ce qui est plus décevant pour le côté communautaire, c'est que c'est le communautaire qui va aller vers la communauté. L'institutionnel des gouvernements se fie que il n'y a pas de problème, les organismes communautaires sont là.
Notre problème, c'est le financement. Si le financement n'est pas là, l'organisme communautaire n'est pas là. Les demandes qui sont faites depuis plusieurs années sur le communautaire est exorbitant. Le communautaire, ce sont des passionnés. Ils ont le cœur sur le bras, sont tatoués à aider les gens. Ils ne font pas ça pour l'argent et on dirait que des fois, c'est ce que les paliers gouvernementaux se fient dessus. Il suffit que ces gens-là sont des passionnés, ils veulent le faire, ils aiment ça. Fait qu'ils le fassent. Quand ils font leur coupeur, les rechutes sont sur le communautaire. Chaque coupeur qu'il y a au palier gouvernemental est une rechute vers le communautaire. Le communautaire survit grâce aux subventions des gouvernements, mais c'est pas assez. Et le communautaire doit aussi se prendre en main pour dire « je peux pas toujours me fier à ces financements-là » parce qu'on le voit avec les années qu'il y a des coupeurs. Les demandes sont beaucoup plus élevées, il y a moins de rentrée d'argent. Et le communautaire doit commencer à trouver des solutions financièrement. Et on ne peut pas toujours aller dire on a besoin d'argent puis commencer à cogner sur toutes les portes parce que tout le monde le fait. Fait qu'il faut commencer à être beaucoup plus innovateur. Et les paliers de gouvernement aussi devraient commencer à être plus sensibilisés aux besoins des gens, non pas juste du communautaire, mais les gens qui n'ont pas accès aux services institutionnels, ils vont au communautaire. Mais c'est de l'argent que le gouvernement, mais pas l'institutionnel, qui devrait remettre au communautaire pour aider ces gens-là. Et c'est l'important, c'est que le message devrait devenir, c'est ces gens-là qui sont oubliés, ils font quoi? Le filet de sécurité, s'il est rapproché, ça va bien. Mais s'il commence à avoir des trous dans les filets, ils tombent. Puis s'ils tombent à travers les filets du communautaire, ils n'ont nulle part d'autre. Puis c'est ce qui est important, puis c'est le message je pense qu'on commence au communautaire à dire, au lieu de juste crier, on a besoin de financement, on est en train de crier, il y a des personnes qui sont laissées à la rue, qui sont laissées en dépendance, puis c'est des êtres humains. Toutes ces personnes-là, c'est des frères, des sœurs, des parents de d'autres personnes. C'est pas juste un statistique, c'est pas juste un numéro, c'est vraiment des êtres humains qui ont un vécu. Ils se sont pas élevés un matin et dire je vais être à la rue. Ils se sont pas élevés un jour pour dire ben là, moi je vais me faire supporter par le communautaire. C'est des circonstances qui ont fait, même des personnes qui sont, on va dire, au plus bas du baril, ils n'ont pas choisi d'être là, ils n'ont pas été à l'école pour apprendre comment être problématique. Il y en a que c'est des santé mentales, il y en a que c'est physique. Ils ne l'ont pas choisi, mais ces gens-là, ils ont quand même besoin. Et on le voit à d'autres places au monde, qu'il y a des services qui sont en place pour les aider. Et il y en a d'autres, c'est le gouvernement qui les supporte. Il faut être réaliste, puis c'est sûr et certain que les paliers gouvernementaux dans les élections, ils n'en parlent pas. Mais un des gros enjeux, c'est que les plus gros bailleurs de fonds qui existent aujourd'hui sont à terme, puis le communautaire ne savent pas la prochaine étape. On ne sait pas que les services qu'on a aujourd'hui vont être là demain après les élections. On ne sait pas comment est-ce qu'ils vont s'appeler, puis on ne sait pas combien est-ce qu'il va y avoir. Fait que nous, on est dépendants de nos bailleurs de fonds, mais nos bailleurs de fonds veulent qu'on soit là. Fait que en anglais, on dit c'est le catch-22. Fait qu'on est pris entre la roche puis l'écorce. Bon, c'est les gens qui ont besoin qui vont payer pour la longue. Émotivement, je pense que quand on fait ce métier-là, il faut être capable de se détacher un peu parce que on ne serait pas capable de rester là longtemps parce que, comme je disais aussi tantôt, on ne se le cachera pas, quand ça fait des années que quelqu'un est dans cette situation, ça ne changera pas en 2 semaines. Oui, il y en a qui vont revenir peut-être 10 fois. Il y en a qui ne reviendront peut-être jamais. Mais nous, on se dit tout le temps... l'être humain a toujours droit à une deuxième chance. Parce que oui, il y en a qu'on expulse ici. Parce que soit ils n'ont pas suivi les règles, ils ont consommé, ils sont devenus agressifs. Des fois, on faut appeler la Sûreté du Québec pour faire des expulsions. On a des personnes, des fois, qui sont suicidaires, en crise. On a des gens, beaucoup, malheureusement, beaucoup de santé mentale avec la consommation. Donc, beaucoup de gens qui sont en paranoïa, psychose toxique. On
on en a vu beaucoup. Oui, il y a des choses qui viennent nous chercher des fois plus que d'autres. Mais heureusement, on a des gens ici pour nous aider aussi. On repart pas avec ça. On est vraiment une équipe entre nous, les intervenants, plus notre chef, notre superviseur d'équipe et John y compris. Quand il y a des grosses situations qui arrivent, on va prendre le temps de se rencontrer tout le monde, puis de ventiler, puis si on a une collègue, c'est plus... On est toujours deux sur le plancher, fait que si pour elle, ça a été plus difficile parce qu'on est êtres humains, nous autres aussi, des journées qu'on est plus fragiles que d'autres, ben c'est ta collègue d'à côté qui va prendre la relève. On va toujours comme vraiment s'entraider entre nous, là, puis on a du support, puis s'il y a des choses des fois qui sont trop difficiles, mais on peut même aller à l'extérieur, on a des services pour ça. Comment je vois le communautaire, c'est sûr qu'on est beaucoup plus proche des gens, je pense, que on n'a pas les mêmes limites, pas les mêmes barrières non plus. On peut étirer un petit peu des fois pour accommoder la personne. C'est sûr qu'on peut pas faire plus que... Mais c'est pas évident tous les jours. On le fait parce qu'on aime ça, parce que ils nous apprennent autant que nous, on leur apprend. Puis c'est ça, en fait, notre paye au bout du compte. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai appris énormément avec eux. Plus que ce que je pensais. Moi, je pensais, en sortant de l'école, oui, je vais leur montrer comment on fait ça, mais non. Finalement, c'est pas mal eux qui nous apprennent la vraie vie, puis les vraies valeurs aussi. Tu sais, à Noël, quand ils sont ici, tu te dis, ouais, OK, moi, je cours le dernier iPod, la dernière tablette, puis eux, ici, ben, ils se font à souper tous ensemble, puis c'est des périodes qui sont pas évidentes pour eux. Puis ils arrivent quand même, malgré toutes les difficultés de chacun, à se retrouver ensemble, puis se supporter les uns les autres aussi. Il y a comme un phénomène de support qui se fait parce qu'ils sont pas avec leurs enfants, parce qu'ils sont pas avec leur famille, pour diverses raisons. Et ils se recréent comme une famille dans ce temps-là, puis ils se supportent, ils s'aident, hey, on va aller chercher telle chose, et c'est assez beau. Puis là, tu te dis, ben, finalement, c'est peut-être ça, la magie de Noël, au lieu de courir le dernier iPod. Fait que ouais, c'est le fun.